Eh bien, si, c'est en train d'arriver. C'est fait. Attendez. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous me donnez juste 2 minutes le temps de lancer. Est-ce que vous voyez correctement ma présentation? Formidable, Patrick. Tu as réussi. Oui, très bien. Je voudrais simplement faire la remarque qu'effectivement, je suis un petit peu inquiet d'entendre que l'ami Patrick Bouvard a commencé sa carrière de travailleur à distance avec moi et que finalement, j'ai essayé de le confiner il y a 20 ans et que je le retrouve encore confiné aujourd'hui. Je trouve un petit peu. Je suis vraiment désolé, mon ami, je ne voulais pas te faire ça. Mais comme je te le disais tout à l'heure, je m'inquiète vivement de savoir ce que tu as fait entre les deux. Et est-ce que tu as trouvé un peu de liberté quand même? Bien, ce que je vous propose pour passer cette petite introduction ensemble sur le travail à distance, on va essayer de voir 3 choses. On va essayer de voir d'abord ce que c'est, de manière à rétablir un petit peu les choses. D'autre part, on va essayer de voir ce que le travail à distance nous révèle pour essayer d'en tirer quelques enseignements sur le plan du management. Alors, premier truc sur ce qu'est le travail à distance, en fait, ça nous pose la question de la distance. Alors, la question de la distance, elle n'est pas si évidente que ça, parce que là, on en éprouve une dimension qui est, j'allais dire, qui saute aux yeux, malheureusement pour tout le monde, puisque c'est la distance spatiale, physique. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir qu'on parle de distanciation sociale, là où c'est de distanciation physique dont nous avons besoin, et surtout pas de distanciation sociale. Et précisément, puisque nous avons une distanciation physique, peut-être avons-nous besoin d'une présence sociale. Bref, c'est purement physique. Mais nous avons un peu tendance, je pense, à oublier de temps en temps un certain nombre d'autres formes de distance qui sont réelles, comme la distance temporelle, par exemple. Combien de fois on est perturbé par des histoires de décalage horaire. Et quand on travaille à distance, c'est une dimension dont il faut absolument tenir compte. À commencer par ses propres comportements. C'est-à-dire que c'est vachement bien de caler une réunion avec des gens pour qui ils vont être obligés de se lever à 4 heures du matin, ce qui n'est pas forcément sympa. Et donc, on a un peu tendance à oublier cette dimension de la distance. De la même manière qu'on a un petit peu tendance à oublier la distance statutaire ou organisationnelle. Je vais vous donner un exemple très simple. Prenez 2 personnes qui font le même job, qui sont dans le même bureau, ils partagent un même espace, ils sont l'un en face de l'autre. De temps en temps, ils se sourient. Et il y en a un qui a 3 mois d'intéressement et de participation et pas l'autre parce qu'ils appartiennent pas à la même entité juridique. Eh ben, je peux vous assurer qu'il y en a un des deux qui considère ça comme une véritable distance. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler aussi la distance identitaire. Il y a des univers professionnels dans lesquels la notion allez, il y a des populations stars et puis il y a les autres. Je ne sais pas, vous prenez une banque de marché, j'ai eu la joie d'être DRH d'une banque de marché à une époque, il y a les traders et il y a les autres. Ben, je peux vous assurer que les autres qui font tourner la boutique sont des gens qui vivent cette forme de distance comme tout aussi brutale qu'une distance physique. Alors, en fait, au travers de tout ça, ce que l'on voit, c'est que la notion de distance nous renvoie à une notion assez simple, qui est celle de présence. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Alors, la présence est un mot qui est cher à mon ami Patrick Bouvard. Quand on parlait de distanciation sociale tout à l'heure, ça nous renvoie à ça, la confusion des mots, là encore, nous renvoie à cette dimension-là. Et la présence, elle n'est pas uniquement physique, puisque on a tous vécu au moins une fois dans sa vie cette personne qui est devant vous, à qui vous demandez ça va, et qui vous répond avec un air enjoué à peu près autant qu'un basset, avec un regard qui tombe et qui vous fait ouais, ça va. Bon, non, ça va pas, manifestement. Bon, donc la question de la présence, elle nous est renvoyée au travers de cette période assez violemment, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre que quand on est physiquement présent, ça ne veut pas dire qu'on est moralement présent. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est là. Alors que de temps en temps, nous ne sommes pas là, alors que nous sommes précisément, justement, très présents. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est mentalement présent qu'on a une présence effective. Moi, ça m'arrive quand je travaillais encore à une époque où nous avions le droit de sortir, où je travaillais avec des gens, par exemple dans une réunion, où on est présent physiquement, on est présent mentalement, mais sur autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de penser au truc d'après et pas à la réunion, on s'emmerde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est sur Facebook pendant la réunion. C'est pas parce qu'on est des élèves indisciplinés, c'est juste parce que le présentateur fait un truc qui nous emmerde. Et donc, j'espère que je ne vous emmerde pas au travers de cette présentation. Et puis, dernière distance encore, c'est pas parce que je travaille que je suis performant. Donc, vous voyez qu'entre la notion de présence physique et la notion de ce que l'on attend de quelqu'un dans un job, c'est-à-dire de performance, il y a quand même un écart qui est assez important, qu'on peut qualifier d'ailleurs, et que d'autres qualifient d'absentéisme moral.
voire de présentéisme. Et alors, évidemment, à chaque fois, on trouve des études qui font dire ce qu'on a envie de dire. Mais enfin, de temps en temps, ça fait beaucoup plus de mal que des gens qui sont physiquement absents et pourtant qui sont très présents dans leur activité professionnelle. En 20 ans alors évidemment, je ne travaille plus directement avec Patrick Bouvard, mais j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi présent que Patrick alors que tu étais physiquement très loin. Donc, rappelons-nous que la question de la distance n'est pas celle qu'on veut bien nous laisser croire de temps en temps. Alors, revenons un peu aussi sur les mots. Il y a deux formes de travail à distance, ce qu'on va mettre derrière le mot de nomadisme au sens le plus large du terme. Il y a le télétravail encadré, c'est encadré par la loi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça répond à un certain nombre de normes, de critères. Parfois, c'est un peu contraignant, bien évidemment, mais en même temps, derrière les contraintes, il y a aussi des opportunités. Et puis, il y a ce qu'on pratique tous les jours quand on est en situation normale. Vous et moi, c'est-à-dire que vous déposez vos congés sur votre application, sur votre smartphone, pendant que vous êtes au café d'à côté, vous travaillez dans le train, vous faites vos courses sur Internet, sur Amazon ou sur je ne sais quoi quand vous êtes au bureau. Bref, le fait que nous n'allons plus au bureau au sens physique du terme, mais nous emmenons notre bureau avec nous. Cela étant dit, ça n'a rien à voir avec ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Alors, je vous rappelle juste qu'avant cette crise, il y avait 351 000 de Français qui travaillaient au moins une journée par mois à distance. Et là, tout d'un coup, en très peu de temps, on s'est retrouvé avec 8 millions de blaireaux qui se mettent à travailler à distance 100% de leur temps. Vous vous doutez bien que ceci n'a strictement rien à voir avec la réalité du travail à distance tel qu'on l'entend, ce d'autant plus que 74% d'entre eux n'y avaient jamais eu recours auparavant. Et donc, ça n'a strictement rien à voir entre, d'un côté, bosser 10 heures par jour avec des gnards sur le dos, avec son conjoint qui vous casse les pieds, avec le voisin qui passe sa tondeuse, et les courses à faire et le chat qui vient pisser sur votre clavier. Ça n'a strictement rien à voir avec des conditions de travail à distance. Et paradoxalement, on peut imaginer que certaines personnes qui subissent cette forme de distance aujourd'hui n'ont qu'une seule envie, c'est de retourner dans un espace social pour ne plus supporter les conditions dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Donc, tous ceux qui nous annoncent un monde de demain où tout d'un coup le travail à distance va se développer parce qu'il y a des appétences nouvelles, etc., je pense que c'est un peu rapide. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et en tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que dans ce que d'aucuns voudraient appeler le monde d'après, eh bien, le monde d'après, il est constitué des mêmes gens. Donc, il n'y a pas fondamentalement de raison d'être totalement différent. Ce qui est à peu près certain, c'est que ça va se développer, d'abord pour des raisons techniques. Je crois qu'entre le travail à distance qu'on effectuait il y a 20 ans, mon ami Patrick, avec des outils qui étaient quand même vachement moins cool qu'aujourd'hui, et le fait qu'aujourd'hui, même à la campagne, ce qui est mon cas, on a des lignes à haut débit, puisque je dois être le seul à l'utiliser dans le quartier, donc c'est moi qui prends toute la bande passante. On a des conditions techniques qui sont optimales aujourd'hui, qui en favorisent le développement. Il y a évidemment des raisons économiques, je pense que ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Il y a des raisons environnementales, du moins peut-on l'espérer. Il y a des raisons politiques, et puis il y a des raisons sociétales. Alors, est-ce que la période que nous vivons va avoir des conséquences? Certainement. Je pense qu'il y a à la marge un certain nombre de décideurs qui pouvaient être un peu réfractaires à l'idée de développer le travail à distance, qui se rendent compte que ça marche finalement assez bien quand on a des gens de bonne volonté. Donc, on peut tout à fait imaginer que ça va faire basculer peut-être certaines personnes, mais en même temps, ceux qui avaient des comportements arriérés vont avoir des comportements arriérés. Donc, est-ce qu'on peut tirer des plans sur la comète aujourd'hui? J'en suis pas certain. Peut-être que certaines personnes, effectivement, en ont découvert la réalité, à défaut d'en découvrir les vertus ou les défauts qu'on s'est mal pratiqués. En tout cas, tout le monde en a découvert une certaine forme de réalité, et sa réalité dans son contexte personnel. Alors, essayons de regarder ce que nous révèle le travail à distance. Là, je voudrais revenir sur une formule qui nous est chère avec Patrick Bouvard quand on avait écrit ce premier bouquin sur le travail à distance. Il y a maintenant, ça fait un bon bout de temps d'ailleurs. En fait, le travail à distance n'est pas une raison pour faire plus de management, mais c'est une raison de faire bien le management qu'on est supposé faire. En fait, il n'y a pas tellement de différence. Au fond, c'est ça ce qu'on veut essayer de porter comme idée. Et en fait, on se rend compte que finalement, la distance est un puissant révélateur de la réalité de nos pratiques managériales. J'ai presque envie de dire que ceux et celles que Maurice Thévenet appelait les petits chefs, au masculin comme au féminin, parce que la connerie n'est pas genrée, le passage du petit chef au gros con, le passage est assez rapide. Et je crois que la distance est vraiment un révélateur des comportements, alors des comportements qui sont profitables pour la communauté, comme des comportements qui sont rigoureusement à l'opposé.
Alors, le premier d'entre eux, je vais essayer de vous les illustrer. Le premier d'entre eux, je vais l'illustrer avec une vidéo que je vous invite à aller regarder sur TED.com, Dance Rosling. C'est un type qui fait parler les données de façon très graphique, qui est absolument passionnant. Et dans une de ses conférences, il commence de la manière suivante en disant, voilà, moi je travaille sur The Global Health of the World et je travaille avec une population de chercheurs et de profs et je fais un test avec ces gens-là quand je commence. Et le test est le suivant, je leur présente des paires de pays et je leur demande de voter pour le pays qui a la mortalité infantile la plus élevée. Et il arrive à la conclusion suivante, il dit les chercheurs, donc qui sont des gens qui sont des thésards qui bossent sur ce sujet-là, ont une bonne réponse sur 5. Quand j'interroge les professeurs, ils ont 1,5 bonnes réponses sur 5. Et donc, avec humour, il dit si j'interrogeais des singes, statistiquement, ils auraient une chance sur 2 d'y arriver, donc ils feraient 2,5 sur 5, donc ils feraient mieux que les profs et mieux que les chercheurs. Et il conclut, avec beaucoup d'impertinence ou de pertinence, je ne sais pas, il conclut sur ce joli mot que je trouve en disant que je trouve joli, pardon, en disant finalement notre problème, ce n'est pas les connaissances, c'est les préjugés. Et ce que révèle la distance, c'est une bonne partie de préjugés. Je voudrais vous en illustrer quelques-uns. Alors, en tirant ces quelques phrases sur lesquelles nous nous étions bien amusés, Patrick, rappelle-toi, quand on avait écrit le bouquin, sur les commentaires auxquels le travailleur à distance a le droit quand il revient physiquement. On vit tous ça. Moi, j'ai vécu ça dans le comité de direction d'un grand groupe dont je tairai le nom, où, comme moi, j'habite la campagne, je partais tôt le matin, j'arrivais très tôt. Alors, quand on arrive à 7h30 au bureau à Paris, les gens ils sont pas encore là. Hein. Et je partais tôt le soir pour éviter les embouteillages et je passais systématiquement devant le bureau d'une même personne qui était au comité de direction avec moi et j'ai eu le droit systématiquement aux mêmes phrases. Tu bosses pas à la sécu, tu t'as pris une demi-journée. Voilà. Bon, donc on a ça. Tout le monde a ça et c'est une réalité. Ça révèle juste la bêtise humaine et la bêtise a souvent une de ses sources dans les préjugés. Le deuxième préjugé, je vais vous l'illustrer par une petite vidéo dont j'espère que vous aurez le son. Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore, hurrah. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Les chômeurs en puissance, le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui. Bon, vous l'avez compris, ça révèle un préjugé sur notre conception du travail, sur l'exercice du pouvoir. Et alors, l'un de ceux qui arrive assez fréquemment sur le sujet, c'est de penser que quand on donne de la liberté aux gens, ces petits salopards vont en profiter. Voilà. Alors, du coup, comme on a peur, eh bien, on a un comportement qui est celui de l'excès de contrôle. Et comme il y a des gens qui sont des gens bien, ça existe aussi. Alors, pour casser un peu ces préjugés, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit que la Sécu est représentée aujourd'hui. Eh bien, je salue la Sécu et on est bien heureux de l'avoir. Et ils bossent à la Sécu, je peux vous dire. Je travaille un peu avec eux. Et ils bossent beaucoup et on les remercie d'exister aujourd'hui. Et donc, il y a ce réflexe de plus de contrôle. Et pour les gens qui sont des gens bien, qui essayent de bien faire leur boulot, eh ben, c'est vécu comme un message de défiance. Alors, ils mettent les bouchées doubles jusqu'à un moment où ils pètent un câble parce qu'ils sont tellement surinvestis dans leur job qu'ils n'en peuvent plus. Je pense qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité aujourd'hui où on retrouve ce type de phénomène en présentiel comme à distance. En tout cas, cette conception arriérée de ce qu'est le travail est à bannir de mon point de vue, mais la distance la révèle, c'est-à-dire ça révèle une certaine forme de volonté d'asservissement. Deuxième petite vidéo, je vais convoquer, puisque François Gueuse, l'organisateur principal, ce matin nous a dit qu'il avait son petit côté flamand, je vais convoquer notre ami Benoît Poulvorde pour une leçon de management en 3 minutes. Il faut différencier le cinéma belge du cinéma français. Quand vous tournez en Belgique, tout est permis. Il n'y a pas de hiérarchie. Vous tournez dans une... Il en a fait les frais, à mon avis. Vous tournez un peu en sauvage, quoi. Il n'y a pas de hiérarchie. On respecte le preneur de son, peut donner son avis, comme le caméraman donne son avis. Tout le monde est logé dans le même hôtel pourri, c'est des budgets minables.
On est tous logés à la même enseigne. Mais l'avantage, c'est que c'est de l'artisanat. Donc, vous avez une vraie liberté. En France, ce n'est pas possible. En France, je vous donne un exemple. S'il y a un problème avec un connard qui a laissé une bagnole dans le cadre, tout le monde va commencer à hurler. Donc, la première assistance m'a gueulé. Putain, le réalisateur gueule d'abord. On va dire, putain, il y a une bagnole dans le cadre. Ça arrive au premier assistant. Qui gueule sur le premier assistant. Bouge cette putain de bagnole. Le premier assistant qui dit, Toki. Qui a mis la putain de bagnole dans le cadre? Deuxième assistant. Qui a mis la putain de bagnole dans le cadre? Ça y est, c'est moi. Et on arrive à la fin au pauvre régisseur, au mec qui fait ventouse. Bouge cette putain de bagnole! Alors que chez nous, au lieu de chercher qui est responsable, on la bouge. Alors, je ne sais pas si nos amis, les Belges, sont plus évolués que nous. Je me garderai bien de ce genre de jugement. Néanmoins, ça nous renvoie à la notion de responsabilité derrière tout ça. Et ce n'est pas parce que quelqu'un… C'est précisément quand on est être autonome, c'est aussi assorti à une notion de responsabilité. C'est-à-dire, c'est pas faire ce qu'on veut quand on veut, comme on veut et en fonction de ce qui nous arrange, mais en fonction de valeurs que l'on partage avec celui qui nous a délégué une zone de liberté dans un cadre précis. Et puis aussi d'être tout simplement mu par quelque chose qui est au-dessus, c'est-à-dire la mission et ce que l'on a à faire. Deuxième, alors j'espère que les vidéos passent correctement parce que de temps en temps, moi j'ai des sautes de mon côté. Deuxième comportement que je vous traduis au travers de cette petite vidéo. Ça nous renvoie au regard que l'on a sur les autres, au comportement que l'on a vis-à-vis des autres, avec des capacités de jugement qui sont certainement un petit peu hâtives. Je crois que c'est Malraux qui disait « Juger, c'est de toute évidence ne pas comprendre, car si l'on comprenait, on ne jugerait pas ». J'ai eu ça il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui est responsable d'une start-up, le super, la digital economy, les start-up, machin, etc. N'empêche que, voyant quelqu'un qui passait dans son couloir en traînant un peu des pieds, m'a dit « Comment veux-tu qu'elle soit performante? Est-ce que tu as vu comment elle marchait ?» J'ai toujours pas compris le lien qu'il y a entre la manière de marcher et la performance. Mais donc, ces préjugés ne sont pas le monopole des vieux cons d'une certaine catégorie. Pas vrai, non. C'est le monopole de tout le monde, malheureusement. Et donc, la distance nous renvoie souvent à un certain nombre de comportements de ce type-là, sur le regard que nous portons sur les autres et les jugements un peu hâtifs. Dernier point que révèle le travail à distance, je vais vous le montrer au travers de cette petite vidéo. بمعمر والعسكري بمعمر في التنفيذ يضيف على لاعب شاب ثقة والحكم يأمر بإعادة تنفيذ الضربة الترجيحية أو لا. نعم الكرة تسدد وهدف لفريق المغرب الفاسي. هدف لفريق المغرب الفاسي 3-2 هنا الإعادة. الكرة لعبت وعادت لخلف الحارس. Voilà ce qui arrive quand on fait le coq et qu'on peut pas le gagner jusqu'au bout. Dit en d'autres termes, il y a une exigence peut-être dans le travail à distance qui est ce que nous aurions été peut-être enclins à ne pas faire lorsque nous sommes en présentiel. Eh ben, on se croit autorisé on est obligé de le faire quand on est à distance parce que ça révèle tous ces petits détails. Alors oui, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que quand on a dit un truc à la machine à café en présentiel, on a fait du management, quoi. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que ça nous renvoie à l'exigence de ce qu'est le management, notamment au travers de choses comme formaliser les objectifs, être présent pour poursuivre l'avancement, filer un coup de main, etc., etc. Enfin, en tout cas, ça révèle de nombreux travers qui peuvent être les nôtres ou à l'envers, ça révèle ce dont nous avons besoin, mais qui est rigoureusement la même chose que nous soyons en présentiel ou que nous soyons à distance, la distance ne révélant que les petits détails qui viennent amplifier un certain nombre de facteurs. Par conséquent, sur ces grands principes finalement de coopération au sens propre du terme, ça nous renvoie à quelques fondamentaux du management que je voudrais évoquer en introduction ici, puisqu'il me reste à peu près 7-8 minutes avant de terminer. Alors, on en revient aux fondamentaux du management, où finalement, manager revient à 4 mots: déléguer, une zone d'autonomie et assortir un système de contrôle en fonction de la confiance. Donc, délégation, autonomie, contrôle, confiance. Rien de différent dans le cadre du management du travail à distance. Ce qu'il faut noter ici, c'est que
Pour que le travail à distance fonctionne correctement, il faut une véritable autonomie de la part du collaborateur. Cette notion d'autonomie, comme je le disais tout à l'heure, est clairement assortie à une notion de responsabilité. L'autonomie, c'est pas faire ce que l'on veut en fonction de ce qui nous arrange. Alors c'est là où il y a des grandes confusions. Alors, l'entreprise libérée, de ce point de vue-là, a été révélatrice. Une confusion entre la liberté, l'autonomie et l'indépendance. Enfin, il suffit d'avoir des ados pour comprendre la différence. Hein. Quand on y dit, moi à 18 ans, je me tire. Bah, vas-y, tire-toi, tu reviendras demain matin parce que tu ne seras pas indépendant ni autonome. Bon. Donc évidemment que la liberté qui pourrait être rapidement elle est pensée comme étant le droit de faire ce qu'on veut comme on veut. Bon, évidemment que ce n'est pas ça d'une part, mais d'autre part, c'est précisément parce qu'il y a un cadre que l'autonomie est possible. C'est bien, il y a un cadre de contraintes qui est déterminé par la mission qu'on a réalisée. Il y a quand même un champ de contraintes dans l'entreprise qui vient tout simplement du fait qu'une entreprise a une mission et une raison d'être et qu'on contribue à cette raison d'être et puis qu'on est encadré quand même accessoirement par un contrat de travail. Mais pour que cette autonomie soit possible, il faut aussi que le manager crée le terreau favorable à l'expression de cette autonomie. Et c'est ça la délégation, c'est pas de donner, c'est pas de se débarrasser de quelque chose, c'est pas de se décharger des trucs qui nous emmerdent et de les refiler à quelqu'un. Donc on en revient vraiment aux principes fondamentaux de la délégation. Le premier, je reviens encore là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans les mots aujourd'hui entre autonomie et liberté, c'est pas la même chose. Je reviens vraiment sur ce point-là. C'est précisément parce qu'il y a un cadre qui est donné à cette liberté, c'est-à-dire celle de se gouverner selon ses propres règles. C'est précisément parce qu'il y a ce cadre-là que l'autonomie est possible et c'est assorti à une notion de responsabilité. Alors, ceci n'est possible qu'à la condition que tout ceci s'appuie sur un socle de confiance, puisque je reviens sur ces 4 mots-clés, délégation, autonomie, contrôle, confiance. Eh bien, si on veut ne pas être sur le dos des gens, t'es où, tu fais quoi, t'es avec qui, ça repose sur la confiance. Et la confiance, alors évidemment, chacun comprend qu'elle se construit pas à pas chaque jour. On va essayer simplement de la résumer au travers de 3 points. Le premier, c'est que c'est des règles partagées. Et là, la distance nous impose peut-être de formaliser un certain nombre de choses que nous aurions tendance à ne pas formaliser dans une hypothèse de présentiel. Je te fais confiance, Patrick Bouvard, parce que je sais, enfin non, toi, Patrick Bouvard, je te fais pas confiance, mais Vincent Berthelot, je te fais confiance parce que je sais que dans un certain nombre de cas de figure, oui, c'est ma grande inconscience, ouais, tu respecteras un certain nombre de règles que nous nous sommes données. Alors, les premières règles auxquelles il faut se référer, c'est les règles de la société civile, ça s'appelle la loi, accessoirement. Et puis, il y a le règlement intérieur dans l'entreprise, enfin, il y a toutes ces choses-là. Mais quand on est à deux et qu'on travaille ensemble, on peut aussi se donner des règles qui nous permettent de bien fonctionner ensemble. Voilà. Par exemple, on peut se donner des règles. Moi, je n'aime pas qu'on me téléphone parce que je trouve ça très intrusif. Et comme je fais 50 000 trucs en même temps, ça m'emmerde. Et donc, je préfère qu'on m'envoie des SMS parce que c'est asynchrone et ça me permet de réagir quand je le souhaite. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et donc, moi, je préfère, par exemple, traiter mes mails le week-end pour dépiler le truc, pour pas être emmerdé le lundi matin. Il y a des gens qui préfèrent être tranquilles le week-end. C'est pas difficile de se donner des règles de vie en commun, comme ça. Enfin, quand j'invite des amis à dîner chez moi, s'ils sont musulmans, je vais pas leur faire du porc, je vais leur demander ce qu'ils mangent ou ce qu'ils ne mangent pas, de la même manière qu'il y a des gens qui ont des préférences alimentaires. Enfin, c'est pas compliqué de se mettre d'accord. La distance nous impose peut-être de le formaliser un petit peu plus, ou en tout cas d'y être plus vigilant. Mais évidemment, les règles, elles ne nous prémunissent pas de tout parce qu'elles ne prévoient pas tout. C'est l'extraordinaire décalage entre la norme et la vie. Eh bien, il y a un deuxième élément, et je fais confiance à Patrick Bouvard. Pourquoi? Parce que je sais que dans une situation dans laquelle les règles n'auront pas prévu la nature du comportement qu'il doit avoir, eh bien, il sera mu par un certain nombre de valeurs et que ces valeurs, nous les partageons. Je ne sais pas, l'amour du travail bien fait, le respect de l'autre, enfin, des choses comme ça. Pour autant, c'est pas une évidence, les valeurs. Enfin, c'est pas dire à quelqu'un, tiens, l'amour du travail bien fait, voilà, c'est ce qui nous unit. Bah oui, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de traduire ça en quelque chose d'opérationnel pour les gens, c'est-à-dire quelque chose qu'ils comprennent. Alors, ça peut être au travers de comportements observables. Voilà ce que cela veut dire, et dans telle situation, voilà le type de comportement qu'il faut développer, etc., etc. Et là, eh bien, nous avons très certainement, à cause de la distance ou grâce à la distance, nous avons besoin peut-être tout simplement de les poser et d'en discuter, parce que ce qui est important, c'est pas simplement qu'il y ait des valeurs, c'est pas simplement qu'elles soient comprises, mais c'est aussi qu'elles soient partagées et que nous n'avons pas tous les mêmes représentations des choses. Mais évidemment, ceci ne suffit pas. Et enfin, nous avons la dernière notion qui me semble être la plus importante, c'est que, eh bien évidemment, je vais faire
je vais te faire confiance. Pourquoi? Parce que je sais qu'en toute situation, tu ne tireras pas forcément la couverture à toi en premier, mais tu inscriras ton action dans l'intérêt du bien commun. C'est-à-dire que tu feras passer l'intérêt du bien commun avant de faire passer ton intérêt particulier. Le socle de la confiance, c'est ça. Et ça fonctionne dans tous les projets, la conduite d'une entreprise, la vie à deux, la vie avec les potes. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que je suis là pour me goinfrer et avoir une posture de mercenaire et de tirer la couverture à moi à chaque fois que cela est possible? Ou au contraire, est-ce que j'essaye de faire avancer les choses dans l'intérêt du bien commun? Ce qui ne veut pas dire que je nie ce que sont mes intérêts, c'est que je pense simplement que mes intérêts seront servis à la condition que l'intérêt du bien commun soit servi en premier. Voilà. C'est un principe assez simple qui est connu depuis très très longtemps et c'est la clé du travail à distance, mais c'est la clé du travail tout simplement. Et que l'on retrouve chez tout le monde, hein, que ce soit chez des dirigeants, des syndicalistes. On a les mêmes, chez les gens à distance, pas à distance, on a à peu près certainement les mêmes, comment dirais-je, répartitions de la population. La période actuelle, d'ailleurs, est assez révélatrice de tout ça, y compris dans les entreprises, entre celles qui essayent de faire avancer les choses et celles qui, au contraire, ont des attitudes d'un autre temps, selon moi. Voilà, donc vous le voyez, il n'y a pas de différence majeure entre le travail à distance et le travail pas à distance, si ce n'est que la période actuelle est très troublante de ce point de vue-là. Quand c'est bien pratiqué, c'est une opportunité extraordinaire. Quand c'est mal pratiqué, c'est exactement l'inverse. Ça peut avoir des dégâts considérables sur les gens. Voilà, bon, bah, comme toute modalité pratique ou comme toute disposition d'ordre technique ou comme tout outil, c'est la finalité qui doit le guider, la guider. Et le même couteau sert à couper sa viande comme à tuer son voisin. Alors, je sais qu'en ce moment, on a peut-être plus envie de tuer ceux qui sont dans l'espace avec qui on est confiné, quand on n'est pas confiné tout seul. Oui, bah, le travail à distance, c'est la même chose. Ça nous renvoie, comme le dit le participant 7, que je ne connais pas. Bonjour, participant 7. Le télétravail, bah, c'est une redécouverte des fondamentaux du management et il n'est pas impossible de croire que dans une certaine catégorie d'entreprises, là où on a fait trop allégeance aux propriétaires, que ce soit dans certaines entreprises d'État, où l'État joue son rôle d'actionnaire et son rôle de propriétaire, donc de temps en temps, on y fait trop allégeance. Pareil dans des entreprises cotées, et où finalement, au bout du compte, on arrive à détruire peut-être un peu cette idée du bien commun et réduire les zones d'autonomie. Et donc, dans ces cas-là, il ne faut pas s'étonner que le travail à distance ne fonctionne pas, comme le travail ne fonctionne pas. Voilà, les quelques éléments introductifs que je voulais vous livrer, qui, comme vous le voyez, sont d'ordre très général finalement. Mais nous avons des super spécialistes qui vont égayer cette matinée avec le sourire et la bonne humeur. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Le film de Billet, je n'en ai pas la moindre idée. J'ai trouvé ça sur Internet, Participant 54, que je salue, ou Participante 54 peut-être, je ne sais pas. Non, je ne sais pas quel film c'est, Billet. Je vais essayer de retrouver ça et je le donnerai à François pour que vous puissiez le réutiliser si besoin. Je me démerderai pour retrouver les différents extraits des trucs que j'ai trouvés, je les passerai aux autres. Voilà. Je vous remercie infiniment. J'arrête le partage de mon écran de manière à ce que François puisse reprendre la main. Bien. Merci Patrick.